podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil sera le vieux prince Volkonski, Henri Crémieux le comte Rostov, Jean Levray le prince André, Jean Topard Pierre Bezoukov, Jacqueline Morane, la comtesse Rostov, France Descaux, la princesse Maria, Jean-Pierre Lituac, le père Vassili, Jean-Pierre Joris, Dolokov, Rachel Salik, Glacha. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre le domaine du prince Volkonski à Lissy-Gory, la chapelle des Razoumovski à Moscou et la maison des Rostov. Printemps 1812. Sur la route de Lissy-Gory, près de Smolensk. Fouette tes chevaux, Vladimir! Les chevaux, ils sont fourbus, votre excellence. Et puis êtes-vous tellement pressé d'arriver à Lissy-Gory? Voilà une question, Vladimir. Pourquoi ne serais-je pas pressé d'arriver chez moi? Parce que Lissy-Gory n'est plus Lissy-Gory. Et que ce n'est plus votre père, le vieux prince, qui commande. C'est la maudite française, la bourrienne. Quant à votre sœur, la princesse Maria, ça fait pitié de la voir. Le vieux prince la brime et la française la nargue. Vous êtes quand même pressé, votre excellence? Alors je fais fouetter mes chevaux. Allez, hue mes mignons, hue mes colombes. Allez, hue mes mignons. Ah là là. À peine arrivé, voilà que tu veux repartir. Tu te moques de ton vieux père. Et tu te moques de ton fils. La santé décline, ton fils est livré à un précepteur borné, mais ça t'est bien égal. Je ne peux pas rester, je vous l'ai déjà dit. Je dois rejoindre l'armée au plus vite. Pourquoi faire? Kutuzov m'a chargé d'une mission secrète auprès du général Barclay de Tolly. C'est ça. Il t'envoie au camp de Drissa. Et lui-même, il se prélasse à Bucarest avec sa maîtresse, cette grosse valaque. Et tu fous, André. Où cherches-tu ta mort? Ce camp de Drissa, c'est une vraie souricière. Napoléon en refermera la trappe quand il voudra. Peut-être, mais mon devoir me commande. Ton devoir te commande de rester ici, à Lissy-Gory. D'ailleurs, cette nouvelle guerre est plus qu'un crime. C'est une absurdité. Les Français nous battront. Comme ils nous ont battus à Austerlitz. Mais cette fois, ils ne s'arrêteront pas en Autriche, tu verras. Ils pénétreront jusqu'au cœur de la Russie, ils occuperont Moscou, et c'est de là que Napoléon dictera ses conditions de paix. Et ces conditions seront terribles. Tu m'entends? Terribles. Vous semblez prendre un malin plaisir à imaginer notre défaite, père. J'aime mon pays autant que toi, grand sot. Mais je vois clair, moi. Tout est contre nous. Tout. Que fait notre jeune empereur à Drissa sur le front? À cause de lui, le quartier général n'est plus le quartier général, c'est la cour. Les chefs militaires ne sont plus des chefs militaires, ce sont des courtisans obséquieux qui se disputent ses faveurs. Avez-vous fini, ma patience? Non, pas encore. Tout le monde parle, mais personne n'agit. On l'attend. On laisse l'initiative à Napoléon. On lui permet de concentrer toutes ses troupes, de choisir le terrain des futurs combats. Et nos troupes à nous, elles sont dispersées aux quatre coins de la Russie. Hein, voilà. L'incapacité, la veulerie, la trahison peut-être de ceux qui se trouvent à la tête de notre pauvre armée. Cette fois, vous avez suffisamment déversé votre bile, il me semble. Ayez maintenant la bonté de m'écouter. J'ai à vous parler d'autre chose. Je parie que tu veux m'entretenir de ta sœur.
Soit. Mais permets-moi d'abord de te dire que si je suis malade, c'est sa faute. Ne me regarde pas comme ça. Elle ne cesse de m'irriter et de me tourmenter. Et puis, elle n'aime pas Mademoiselle Bourrienne, cette chère enfant. Le seul être qui me soit sincèrement dévoué. Laissez-moi enfin parler, père. Non, une minute encore. Ta sœur a dressé contre moi les domestiques, les paysans, les voisins. Et ce qui est plus grave, c'est qu'avec ses gâteries, elle pourrit ton fils Nicolas. Mon fils n'a rien à voir. Mais crois-moi, ce n'est pas sans raison que je me suis éloigné d'elle pour me rapprocher de la Française. Je ne peux plus supporter son caractère acariâtre et ombrageux. Tu comprends? Voyons, père. S'il y a des malentendus entre vous et Maria, cela ne peut venir d'elle. Et vous le savez bien. Cela ne peut venir que de Mademoiselle Bourrienne. Cette fille de rien qui ne devrait pas être la compagne de ma sœur. Comme je vois, ta sœur t'a fait son petit rapport. Elle a réussi à te dresser contre moi et contre Mademoiselle Bourrienne. Et bien entendu, tu as prêté l'oreille à ses calomnies. Et tu te crois en droit de me juger, moi, ton père. Je ne vous juge pas. Je dis et je dirai toujours que la responsable de votre désaccord n'est pas Maria. C'est cette Française qui vous mène par le bout du nez. Ah, tu as rendu ton verdict. C'est moi qui suis un égoïste, un vilain bonhomme, un monstre, n'est-ce pas? Alors, si c'est comme ça, va-t'en. Qu'on ne te revoie plus jamais ici. Tu m'entends? Tu pars, André? Dieu merci, je pars. Je regrette seulement que tu ne puisses pas en faire autant. Que tu ne puisses pas échapper à la tyrannie de notre père. Quand je t'en supplie, André, ne poursuis pas. Tu es injuste envers lui, tu lui en veux. Et pas à cause de Mademoiselle Bourrienne, mais parce que tu le considères comme responsable de ta rupture avec Natacha. Tu as tort de croire que ce sont les hommes qui font le malheur des autres hommes. Qui alors? Les hommes ne sont qu'un instrument entre les mains de Dieu. Ils ne sont pas coupables. La douleur nous est envoyée par lui. Par conséquent, si quelqu'un est coupable envers toi, oublie et pardonne. Nous n'avons pas le droit de châtier. Oubliez, pardonnez. Tu as peut-être raison. C'est cela qu'il faut pouvoir faire. Mais moi, je ne veux ni oublier ni pardonner. Je pense à toi qui restes ici. La proie consentante d'un vieillard cruel. Je pense à Anatole Koragin qui a abusé de la confiance de Natacha. Je pense à tous les misérables qui trompent, volent, souillent et tuent. Moi-même, tiens. Une fois à la tête de mon régiment, je tuerai sans hésiter des hommes qui ne m'ont fait aucun mal. Je tuerai. Ou je me laisserai tuer par eux. Ah. Tout cela est absurde. Tu souffres, André. Et tout te paraît sombre, désespérant. Et je ne suis pas capable de t'apporter le moindre réconfort. Seul Dieu pourrait le faire et te réconcilier avec ta condition d'homme. Mais tu te détournes de lui, tu le fuis. Pourquoi? Tu te trompes, je ne le fuis pas, au contraire, je le cherche. Et c'est ma faute si je ne le trouve nulle part. Tu sais, c'est un peu comme s'il jouait à cache-cache avec moi. Tu te moques de Dieu à présent? Non, je ne me moque que de moi-même. Tu vois, Maria,
Après avoir fait mon bilan, je constate qu'en apparence, ma vie n'a pas changé depuis 3 ans. Mais alors, tout s'harmonisait. Tandis que maintenant, tout se désagrège. Les chevaux sont attelés, les malles prêtes. Si son Excellence veut descendre... C'est bon, Ticone, je viens. Je suis devenu un bavard insupportable, excuse-moi. Adieu, Maria. Reste, André. Reste encore un jour au moins. À quoi bon traîner ici, puisque j'ai décidé de partir, autant que je m'en aille tout de suite. Embrassons-nous. André! André! Avez-vous vu que Natacha Rostov est là? Il y a des mois qu'elle n'était pas sortie. Où est-elle? Au deuxième rang, à gauche, près de la voûte. Entre sa mère et le commandant militaire de Moscou, le général Rostopchine. Ah, je la vois. On ne dirait jamais qu'elle a été si malade. Elle est fraîche comme un bouton de rose. Elle a même embelli. En effet. Ce qui explique peut-être la présence du général Rostopchine à côté d'elle. Vous croyez qu'elle a oublié son fiancé, le prince André? Et ce belâtre, le prince Kouragine, qui a failli l'enlever comme on enlève une zigane? Je ne sais pas si elle les a oubliés. Ce que je sais, c'est que ni le prince André, ni le prince Kouragine ne veulent plus entendre parler d'elle. Alors mademoiselle Crane s'affiche avec le général Rostopchine, qui pourrait être son père. Oh, mesdames, je vous en prie. Vous oubliez que vous êtes à l'église. Une jeune fille d'une si bonne famille et si bien élevée. Surtout que son frère, le comte Nicolas Rostov, est au front. Mais enfin, allez-vous vous taire, mesdames? Vous nous empêchez de prier. Et à l'heure actuelle, il n'y a que la prière qui peut encore sauver la Russie. Mais c'est à nous que vous vous adressez, monsieur. Oui, madame, à vous. Alors vous êtes un malotru. Sachez que vous parlez à la femme d'un conseiller d'État. Je ne permettrai pas, je ne permettrai pas ça. Tiens, le père Vassili interrompt la messe
et se met à genoux. Qu'est-ce que cela veut dire, comte? Ça veut dire que nous allons prier pour le salut de la Russie. Le synode a envoyé le texte de cette nouvelle prière à tous les prêtres de Moscou. Oui, ça doit être cela, regardez. Le sacristain nous fait signe de nous agenouiller. Alors, mettons-nous à genoux et supplions Dieu d'écraser les Français, puisque notre armée est incapable de le faire. Seigneur Tout-Puissant, jette aujourd'hui un regard sur tes humbles serviteurs. L'ennemi s'est levé contre nous pour ravager ta fidèle Jérusalem, ta bien-aimée Russie, pour profaner tes temples et renverser tes autels. Laisseras-tu, Seigneur, les impies triompher? Laisseras-tu, Seigneur, les impies triompher? Seigneur Tout-Puissant, entends nos prières. Soutiens de ta force notre très-pieux tsar Alexandre Pavlovitch. Protège ses armées. Que la honte et la défaite frappent ceux qui nous veulent du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, en qui nous espérons, ne déçois pas notre attente, et fais en sorte que ceux qui haïssent la sainte orthodoxie soient confondus et périssent. Car tu es notre refuge, notre salut et notre victoire. Et nous glorifions en toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Son Excellence le comte Bezoukov demande si la comtesse veut bien le recevoir. C'est bon, Ivan. Fais entrer son Excellence. Venez, Pierre. Venez. Bonjour, comtesse. Bonjour, Natacha.
Je suis vraiment confus. J'avais envie de vous voir. Mais si je vous dérange, je vais me retirer. Oh non, restez. Je suis heureuse aujourd'hui. Heureuse et fière. Vous savez, Nicolas a reçu la croix de Saint-Georges. Ce matin, je suis allée à l'église. Et cet après-midi, j'ai chanté. Il y a bien longtemps que ça ne m'était arrivé. Dites-moi, Pierre, ai-je tort d'essayer de vivre comme avant? Non, au contraire. Mais pourquoi me demandez-vous ça à moi? À moi? Je ne sais pas. Sans doute parce que je ne voudrais rien faire qui vous déplut. J'ai confiance en vous. Et je vous ai tellement gré de la bonté que vous avez eue pour moi lorsque j'ai voulu m'enfuir avec Anatole Kouragine. Et plus tard, lorsque le prince André a rompu avec moi. À propos... Oui? Je viens d'apprendre qu'il a repris du service, qu'il se bat actuellement en première ligne. Est-ce vrai? Oui, le prince André a été nommé commandant d'un régiment de Uhlans. Et sa division défend vaillamment la route de Smolensk. Pierre, pensez-vous qu'il me pardonnera un jour de l'avoir déçu? Ou me gardera-t-il toujours rancune? Je pense qu'il n'a rien à vous pardonner. C'est à lui d'implorer votre pardon. Oh, je ne veux pas l'accabler, cependant, je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'est conduit envers vous comme le dernier des couchats. Moi, si j'étais à sa place, je m'agenouillerais devant vous et je vous demanderais de m'épouser. Vous, oui. Vous me pardonneriez. Vous êtes bon. Vous êtes généreux. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. Natacha. Ah, tu es là, Pierre. C'est bien, je craignais que tu ne sois reparti. Mais on dirait que tu as encore grossi. Tu manges trop, mon cher. La comtesse est allée ce matin à l'église avec Natacha. Eh bien, imagine-toi que le commandant militaire de Moscou, le général Rostopchine, s'est placé à côté de Natacha et qu'il y est demeuré jusqu'à la fin de la messe. Résultat, toutes ces dames ont cessé de prier et ont braqué leurs yeux sur Natacha et le général Rostopchine. Mais va au salon, la comtesse a quelque chose à te dire. Ah, de quoi s'agit-il? Je ne sais rien. Ah, Dieu m'en soit témoin, je n'en sais rien. Tu sais, les femmes voient les choses à leur façon et souvent elles les compliquent à l'extrême. Mais va, Pierre, va. Natacha et moi, nous vous rejoindrons après. Bonjour. Bonjour, Pierre. Oh, pas de façon. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Et dites-moi s'il est vrai que Sa Majesté arrive demain à Moscou. Oui. Oui, c'est vrai, comtesse. Il y aura une réunion extraordinaire et on parle de lever une milice. Ah, une milice. Et par la même occasion de distribuer des armes aux moujiks, n'est-ce pas? Quelle imprudence. On ne leur donnera des armes que lorsqu'ils seront au front. Tranquillisez-vous, comtesse. Ah, au fait, j'ai oublié de vous féliciter. Je suis impardonnable. Vous féliciter de quoi, mon Dieu? Mais de la brillante conduite de votre fils Nicolas, qui a obtenu la croix de Saint-Georges, m'a-t-on dit. En effet, Nicolas se bat avec courage. Il paraît qu'il a fait à lui seul 100 prisonniers au cours d'un engagement près d'Ostravnia. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Ah, Pierre. Tout le monde me cache la vérité. Quand je pose une question, on se tait ou on me répond à côté. J'espère que vous ne ferez pas comme les autres. Quelle est exactement la situation de notre armée? Mauvaise, comtesse. Elle recule, abandonnant souvent ses mortiers et ses canons à l'ennemi. Et il semble que les premiers fuyards aient atteint Smolensk.
Vous vouliez savoir la vérité, la voilà. Oh, c'est affreux. Si cela continue, Napoléon sera bientôt à Moscou. Dieu avait sans doute ses raisons pour nous infliger une épreuve pareille. Laissons cela. Vous m'avez dit qu'on allait élever une milice? Oui, comtesse. Ne pensez-vous pas qu'il serait grandement temps que vous vous engagiez, comme les autres? Je ne sais pas. Je crois que je ferai un piètre guerrier. J'ai si peu de goût pour la chose militaire. Et puis, la guerre me paraît si immorale, si absurde. Et si dangereuse que vous préférez rester en arrière avec les femmes et les enfants, n'est-ce pas? Si je vous comprends bien, comtesse, vous m'accusez d'être lâche. Pas précisément, mais d'être mou et de manquer de scrupules. C'est pas de cela que je voulais vous entretenir. De quoi, alors, je vous prie? Pierre, vous êtes un homme marié. Vos visites de plus en plus fréquentes ici font jaser. Natacha n'a pas besoin de cela. Après son suicide manqué à cause de ce gredin d'Anatole Kouragine, après sa rupture avec le prince André... Bref, hier matin, Natacha et moi, nous nous sommes rendus à l'église. Votre mari, le comte Rostov, me l'a dit. Et à l'église, le commandant militaire, le général Rostopchine, est venu nous saluer et rester à côté de nous pendant tout l'office. Et le comte Rostov me l'a dit également. Mais ce qu'il ne vous a sûrement pas dit, c'est qu'au moment où il prenait congé de nous, je l'ai prié de laisser dorénavant Natacha tranquille. Hein? Dois-je comprendre que je... Oui, Pierre. Il faut cesser de venir chez nous. En tout cas, espacer vos visites. Suis-je trop brutal? Non. Non. Je vous sais gré de votre franchise. Veuillez excuser mon étourderie et mon égoïsme. Je n'avais pas pensé que mes visites pouvaient nuire à la réputation de Natacha. Et j'avais un tel plaisir à la voir. Mais c'est entendu. Je ne franchirai plus le seuil de votre maison. Je ne viendrai plus. J'ai bien l'honneur de vous saluer, comtesse. Monsieur le comte Pierre Bezoukov. Monsieur le comte, que faites-vous dans ces lieux de perdition? Vous, un moraliste? Un franc-maçon? Pour commencer, je cherche une place, monsieur Dolokhov. Une place? Mais je peux vous en offrir une à ma table. Mais je suppose que vous n'accepterez pas, non? Non, vous n'accepterez pas. Et pourquoi? Parce que sous votre air bonasse, vous êtes un petit rancunier. C'est ce qui vous trompe, je ne vous en veux pas. Nous sommes quittes, pour ainsi dire. Vous aviez envie de faire l'amour avec ma femme, vous l'avez fait. Moi, j'avais envie de vous châtier, et par un hasard extraordinaire, j'ai réussi à placer une balle entre vos côtes. Vous pouvez dire que vous avez failli m'envoyer dans l'autre monde. Ah, nom d'un chien. Et encore, si vous aviez été un bon tireur, j'aurais compris. Mais vous ne saviez même pas comment on arme un pistolet. Voyez-vous, je finirai par croire que Dieu existe et qu'il s'occupe de nos petites affaires. Pas vous, mon cher? Je le crois depuis longtemps. Vraiment? Avec vous, on ne sait jamais. Du champagne ou de la vodka à compte? Qu'est-ce que tu as miaulé comme ça, Glacha? Tais-toi! Tu nous casses les oreilles avec ta chanson idiote. Le comte Bezoukov et moi, nous avons des choses à nous dire. Va-t'en! Imaginez-vous, mon cher, que j'ai fait cette nuit un rêve. Un rêve? Oui. Oui, je me suis vu au front,
J'allais à l'attaque de je ne sais quelle unité française. J'étais sûr de moi, sûr de mes hommes, et, comment dire, persuadé de remporter la victoire sur l'ennemi. Tellement persuadé que je faisais déjà mentalement un rapport au général de brigade. Et tout d'un coup, PAM! Un obus éclate, m'arrache une jambe et la fait sauter en l'air. Voyez-vous cela? Oui, très bien, poursuivez. Et voilà que ma jambe, ruisselante de sang, retombe à terre, se relève et se met à marcher toute seule au milieu des cadavres. Oui, oui. Je pousse un cri d'horreur et je me lance comme je peux à sa poursuite. Peine perdue. Je manque de force, je manque de jambes surtout. Je trébuche et je m'écroule près d'un arbre. Et ma jambe disparaît définitivement. Oui, vous me direz, je sais bien que ce n'est qu'un rêve. N'empêche que cela m'a terriblement impressionné. Surtout que ce matin, en me levant, j'ai reçu l'ordre de regagner immédiatement le front. Hein? Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, il y a des rêves absurdes et il y a des rêves prémonitoires. Oui, vous avez raison. Voyez-vous, ce qui me tourmente, c'est que je ne me résignerai jamais à vivre estropié. Il faudra donc que je me loge une balle dans la tête. Et la mort vous effraie? Oh non, non. Non pas la mort elle-même, mais les quelques secondes qui la précéderont. Pendant lesquelles je penserai, oui, j'en suis sûr. Pendant lesquelles je penserai à ce que mon existence aurait pu être et à ce qu'elle a été. Vous comprenez? Du champagne ou de la vodka? N'importe. Alors je vais vous servir de notre vodka nationale dans l'espoir qu'elle vous rendra un peu plus loquace. Vous ne dites rien. Vous m'écoutez, vous m'observez. Et après tout, cela m'est égal. Si vous y tenez, je peux même me montrer à vous, nu comme un verre, moralement, bien entendu. Je n'ai plus de pudeur et encore moins de honte. Et je vous avouerai franchement que cela me nave de disparaître alors que des bénets de votre genre continueront impudemment à vivre. Et maintenant que je vous ai fait cet aveu, c'est à vous de conclure. Conclure quoi, monsieur Dolokhov? Que je dois m'engager et partir au front? Que pour vous faciliter le passage d'un monde à l'autre, je dois mourir avec vous, est-ce ça? C'est exactement cela, mon cher. Il serait d'une injustice criarde que vous me surviviez. Ne serait-ce que d'un jour. Écoutez, Dolokhov, il y a 1 heure à peine, la comtesse Rostov m'a tenu à peu près le même langage. Elle m'a violemment reproché ma mollesse, mon manque de scrupules. Elle m'a presque intimé l'ordre de rejoindre l'armée. Tiens, tiens, c'est curieux, c'est curieux. Mais je suis persuadé que ce qui poussait la comtesse Rostov à vous expédier au front n'a rien à voir avec l'équité, la justice. C'est possible, mais ça ne change pas grand-chose au fait. Ah, vous croyez? Eh bien, vous vous trompez. La comtesse Rostov, en vous incitant à gagner le front, n'avait qu'un seul souci. Se débarrasser de vous. Et oui. Et ceci parce que, avec vos visites de plus en plus rapprochées chez les Rostov, vous compromettez définitivement sa fille, cette chère Natacha. Alors que moi, en vous offrant une occasion de mettre fin à votre sale petite existence, je ne pense qu'à vous. Mais oui, à votre bien. Désolé de ne pouvoir saisir cette occasion, mais j'ai une tâche à remplir qui me retient à Moscou. Oh, vous plaisantez? Non. Je n'ai jamais été aussi sérieux qu'en ce moment. Écoutez, Dolokhov, un de mes frères maçons m'a révélé une prophétie. Oui, une prophétie concernant Napoléon Bonaparte, extraite de l'Apocalypse de Saint Jean. Tiens. Saint Jean parle de Napoléon? Non, pas explicitement. Il parle d'une bête immonde, proférant des paroles arrogantes et blasphématoires. Parfait. Et quelle est cette prophétie, s'il vous plaît? Que Napoléon atteindra l'apogée de sa puissance à l'âge de 42 ans. C'est-à-dire en 1812. Bravo pour Saint-Jean, il ne s'est pas trompé.
Napoléon est bien en train de mettre le monde sous sa coupe. Mais cette date fatidique passée, c'est bien entendu la glorieuse armée russe qui terrassera la bête. Non, ce n'est pas l'armée russe. Qui alors? J'ai lu plusieurs fois le passage de l'Apocalypse qui a trait à la fin de Napoléon. Ensuite, j'ai écrit en chiffres, suivant la numération hébraïque qui correspond aux lettres de l'alphabet français, les mots « l'empereur Napoléon ». Et j'ai constaté que la somme de ces chiffres égale 666. Or, les mots « la bête immonde » dont Saint Jean parle dans son Apocalypse, traduit en chiffres, donne également 666. Oh, de grâce, laissez tomber votre numération hébraïque et l'alphabet français. Dites-moi plutôt qui supprimera Napoléon. Napoléon doit périr de la main d'un seul homme. Et cet homme, c'est vous, Pierre Bezoukov, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. La Providence m'a choisi pour accomplir cette tâche salutaire et mettre un terme au règne du despote. Fichtre, vous en êtes là? Non, mais vous me prenez pour un imbécile, tout simplement. Sachez que je suis tout ce que vous voudrez, mais pas un imbécile. Et avouez que vous avez inventé cette histoire pour pouvoir rester tranquillement à Moscou auprès de votre chère Natacha. Vous n'êtes peut-être pas un imbécile, monsieur Dolokhov, mais vous êtes sûrement une canaille. Et je vous défends de prononcer le nom de la comtesse Rostov. Je vous défends. C'est bon, n'en parlons plus. Ne vous mettez pas dans des états pareils pour si peu de choses. Prenez exemple sur moi. J'ai avalé votre insulte sans sourciller. Car vous m'avez bien appelé canaille, n'est-ce pas? Et vous voulez que je croie que vous allez supprimer Napoléon? Eh bien, tenez, j'y crois. Vous voulez que je ne prononce plus le nom de Natacha Rostov? Eh bien, je ne prononcerai plus ce nom, en votre présence tout au moins. Voilà. L'affaire est réglée, mon cher. Maintenant, buvons. Voyez-vous, je me demande souvent ce que deviendrait un Russe sans alcool. Un saint ou un pourceau. Tiens, la chasse est remise à miauler. Alors que nous devons nous réjouir en pensant que la fin de la bête immonde de l'Apocalypse est proche. Viens ici, Glacha, mon âme, et dépêche-toi, allez, viens. Ah, viens. Je suis pas un petit chien qui accourt quand on le siffle. Ah, n'empêche que tu es là, ma beauté. Je suis là, mais je ne chanterai pas pour vous, je vous préviens. Mais qui te demande de chanter? Je t'ai appelé pour que tu vois le futur sauveur de la Russie, celui qui est chargé par la Providence d'assassiner Napoléon Bonaparte. Et où est-il, votre sauveur? Mais ici, devant toi, c'est le comte Pierre Bezoukov, voyons, regarde. Le comte Bezoukov, dans la femme. Oui, dans la femme, c'est lui. Dans la France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil était le vieux prince Volkonski, Henri Crémieux, le comte Rostov, Jean Levray, le prince André, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Jacqueline Morane, la comtesse Rostov, France Descaux, la princesse Maria, Jean-Pierre Lituac, le père Vassili, Jean-Pierre Joris, Dolokhov, Rachel Salik, Glacha, avec Colette Le Courcheler, Valérie Quincy, Jean Bourgogne et Yves Pénaud. Olga Glotov était la tzigane. Les chœurs russes ont été recherchés, harmonisés et interprétés sous la direction de Paul Voloshin. Ensemble tzigane sous la direction de Dmitri Liakov avec Mikhail Thomas. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoise. La musique originale est de Ivan Semenov.
Я был фараон,